Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans notre magazine Les Coris, dédié à l'économie et aux finances, principalement à la politique du ministère de l'économie et des finances. Au sommaire de ce numéro, le FESA, le Fonds de solidarité africain, nous reviendrons sur le lancement de ses activités au Congo. Nous parlerons également des réformes au ministère de l'économie et des finances, notamment les modalités de désignation des agents au poste de responsabilité du dit ministère. Et enfin, nous parlerons de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, son apport dans l'économie congolaise, le tout dans nos différentes rubriques événements, éclairage et plein feu. Nous démarrons donc cette émission avec le FESA, le Fonds de solidarité africain. Ses activités ont été lancées officiellement en République du Congo le 25 juillet 2024 par le ministre de l'économie et des finances Jean-Baptiste Ndai. Le Congo y a adhéré en juin 2023, mais pour quel intérêt? Je vous propose de revenir sur ce sujet avec force détail dans ce reportage de Samantha Ouahi et c'est la rubrique événements. C'est un secret de Polichinelle. Les difficultés d'accès au crédit qu'éprouvent les entreprises congolaises constituent un véritable frein au développement tant souhaité du secteur privé, de l'économie. En vue de trouver une solution à cet épineux problème, le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ndai, a placé au cœur de ses priorités la recherche de nouvelles sources de financement de l'économie nationale dont l'initiative privée représente, justement, le moteur. C'est ainsi que, dès novembre 2022, soit 2 mois à peine après son entrée en fonction, le ministre Jean-Baptiste Ndai a, au nom du gouvernement, manifesté par courrier destiné au Fonds de solidarité africain l'intention de la République du Congo d'adhérer à cette institution multilatérale de financement fondée en 1975. 7 mois plus tard, le 30 juin 2023, grâce aux vertus d'une diplomatie économique offensive, la République du Congo devient membre à part entière du Fonds de solidarité africain. L'artisan de ce coup de maître, le ministre de l'économie et des finances, explique en s'expliquant. En adhérant à cette institution de financement multilatéral, créée il y a environ un demi-siècle, le Congo a eu le temps de l'observer au fin de pouvoir la juger sur pièce. Au bout du compte, nous avons été confortés dans l'idée que le Fonds de solidarité africain est une institution qui contribue efficacement au développement économique et au progrès social de ses États membres. Le Congo a été également conforté dans l'idée que la principale technique d'intervention du Fonds de solidarité africain, c'est effectivement la garantie des prêts bancaires destinés au financement des opérations ou des projets liés au développement des activités économiquement rentables. Le 30 juin 2023, la République du Congo a ainsi poser un acte profondément enraciné dans les aspirations communément partagées par nos populations, à savoir créer les conditions optimales du bien-être de chacun et de tous par la mise en place d'une économie résiliente, source d'une croissance inclusive et durable. Devenu l'un des 23 États membres du Fonds de solidarité africain, le Congo a de ce fait accueilli du 22 au 26 juillet 2024 une mission de cet organisme de financement conduite par son directeur général, Abdourahmane Diallo. Au sein de l'agenda de cette première mission du FSA en terre congolaise a figuré le lancement officiel des activités du Fonds de solidarité africain dans le nouvel État membre qu'est la République du Congo. Le point d'orgue de cette mission aura été la cérémonie solennelle ayant marqué l'opérationnalisation dans notre pays du Fonds de solidarité africain. Cérémonie organisée le 25 juillet 2024 à l'hôtel Radisson Blu de Brazzaville. À cette occasion, s'adressant à la délégation du FSA, le ministre Jean-Baptiste Ndai a déclaré: Je souhaite vivement que votre visite permette de déclencher, dans les meilleurs délais, les interventions du FSA
en faveur du Congo. À ce sujet, à l'image des exemples du Gabon et du Cap-Vert, nous souhaitons que le FSA apporte sa garantie à l'État pour l'aider à dénouer avec succès les opérations de reprofilage de la dette publique intérieure. J'invite l'ensemble des entités en charge de ces problématiques à se rendre disponibles pour discuter des modalités de mise en œuvre de ces opérations. Pour sa part, le directeur général du Fonds de solidarité africain, Abdourahmane Diallo, a dévoilé à l'attention des acteurs économiques congolais les différents mécanismes de financement en vigueur dans l'institution qu'il dirige en ces termes. On connaît la problématique du financement en Afrique, on connaît les difficultés des banques à jouer pleinement leur rôle du fait d'une réglementation parfois très contraignante. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ensemble, qu'on essaie d'adresser ces difficultés pour que les projets structurants au niveau de nos pays puissent être mis en œuvre. On est dans cette dynamique. C'est pour cela qu'on est actionnaire à la BEDEAC. C'est pour cela qu'on est actuellement là avec vous. L'objectif étant véritablement à chaque fois de construire des solutions sur mesure pour vous satisfaire. Des offres alléchantes, pourrait-on dire, qui n'ont pas laissé indifférents les partenaires économiques congolais. C'est ainsi qu'au terme de sa mission, le Fonds de solidarité africain a pu conclure 7 accords cadres de coopération avec respectivement les chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire, 2 établissements bancaires, ainsi qu'avec 2 syndicats patronaux. Il est à rappeler que la mission du Fonds de solidarité africain a, durant son séjour, entrepris une série de visites auprès des autorités gouvernementales nationales, ainsi qu'auprès des responsables de certaines institutions de développement installées au Congo, question de mieux faire saisir aux différents interlocuteurs la particularité et le bien fondé de cette nouvelle opportunité de financement de l'économie nationale qui se trouve désormais aux portes du Congo. À chacun de saisir cette belle opportunité par le bon bout. Place à présent à la rubrique éclairage. Vous le savez, sous l'impulsion du ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Hondaye, des réformes sont en cours au ministère de l'économie et des finances en vue de faire de ce département un vecteur de la performance économique au Congo. Pour garantir ces réformes, il faut des hommes compétents, d'où la désignation des agents et cadres postes de responsabilité. Alors, quelles en sont les modalités? On en parle avec M. Julien Ongania. Il est expert consultant en sciences administratives et études auprès du ministre de l'économie et des finances. C'est parti. Monsieur Julien Ongania, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Alors, Monsieur Julien Ongania, je rappelle que vous êtes expert consultant en sciences administratives et études auprès du ministre de l'économie et des finances. Les réformes au ministère de l'économie et des finances, est-ce une nécessité aujourd'hui? Merci madame. Effectivement, au sein du ministère de l'économie et des finances, il y a plusieurs réformes. Il y a des réformes que le ministre actuel a trouvées sur place et il y a des réformes qu'il est en train d'initier dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, et cela s'est couplé avec la gestion en mode programme qui effectivement exigée par la loi 36-2017 relative aux lois de finances. Et ce dispositif a été renforcé par l'instruction du Premier ministre d'août 2023 qui a amené, effectivement, lorsque nous sommes retrouvés en atelier, à prendre en ligne de compte des dispositions qu'il faille pour pouvoir accélérer et améliorer la gouvernance économique et financière dans notre pays.
Donc, nous disons que les réformes qui sont initiées dans le cadre de la gestion axée sur les résultats et donc dans le contexte de la gestion en mode programme sont très importantes, sont cruciales dans non seulement la modernisation de la gestion financière de notre pays, mais aussi dans la recherche de la performance qui est tant voulue par tous les citoyens dans notre pays. À ce jour, quelles sont les étapes déjà franchies dans la mise en œuvre de ces réformes? Alors, prenons en compte les réformes initiées par le ministre Jean-Baptiste Hondaye dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. L'une des recommandations la plus forte, c'était la réforme institutionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait revoir l'organisation et le fonctionnement du ministère. C'est en cela que le ministère s'emploie aujourd'hui. Alors, parlons précisément des étapes. Lorsque nous avons eu les ateliers de juin et d'août 2023, alors nous avons adopté un plan stratégique qui nous amènera jusqu'en 2026 à mettre en œuvre un certain nombre d'activités. En ce qui concerne cette réforme institutionnelle, donc de septembre jusqu'en décembre, tous les cadres du ministère, enfin les représentants de tous les services, se sont retrouvés régulièrement, déjà à partir de Kintélé, et puis ensuite au ministère, pour regarder et refondre les organigrammes du ministère. Donc nous avons travaillé vraiment tous ensemble, il n'y avait pas de structure exclue. En janvier, tout ce travail liminaire a été validé par les directeurs généraux et l'inspecteur général des finances sous la direction du ministre lui-même, qui a présidé la validation des organigrammes et des projets de décret qui devaient être soumis au secrétaire général du gouvernement pour aussi un coup d'œil avant d'être soumis à l'approbation de son Excellence, Monsieur le Président. C'est ce qui fut fait et le 16 mars 2024, il y a eu donc publication de 13 décrets qui refondent complètement l'organisation de l'ensemble des structures du ministère pour tenir compte des nouveaux paradigmes liés à la gestion axée sur les résultats et de tenir également compte des paradigmes liés au mode de gestion par programme. Donc c'est ça qu'on a eu à faire. Les 13 textes, donc décrets présidentiels étant disponibles, bon, l'étape suivante était celle de l'élaboration des arrêtés qui sont les textes d'application de ces décrets. Et cela a été fait. Un certain nombre d'arrêtés ont été déjà signés par le ministre. Et ces arrêtés sont au secrétaire général du gouvernement pour publication également. Vous parlez des 13 décrets présidentiels, donc du 6 mars 2024, portant justement sur les réformes des services du ministère de l'économie et des finances. 2 concernent des administrations douanières et fiscales. Or, depuis la publication des décrets présidentiels 380 et 381 du 29 juillet 2024, le ministre de l'économie et des finances n'a plus dans ses attributions la Direction générale des impôts et des domaines et la Direction générale des douanes et des droits indirects. Que devient alors la mise en œuvre de ces réformes qui ont été préconisées au niveau de ces 2 administrations? Merci Madame. Sur cette question, les décrets 96 et 97 du 6 mars 2024 qui concernent ces administrations n'ont pas été abrogés. C'est juste les attributions des ministres qui ont été modifiées. Et pour cela, si vous vous référez même aux correspondances que le ministre de tutelle actuel a eu à adresser à ses subordonnés, c'est-à-dire aux 2 directeurs généraux des impôts et des domaines et celui des douanes et droits indirects, il est effectivement précisé, c'est même la première mesure qui confirme la poursuite des réformes qui ont été déjà initiées. C'est comme ça que le ministre
en charge du budget a demandé à ses 2 directeurs généraux de mettre à sa disposition des arrêtés et d'autres textes qui sont donc les textes d'application de ces décrets. Cela veut dire que ces décrets n'ont pas été abrogés, autant les autres qui sont restés au sein du ministère de l'économie et des finances vont continuer dans cette lancée, et également les 2 administrations qui sont maintenant sous la tutelle du ministre en charge du budget vont continuer également avec des textes qui répondent de la gestion axée sur les résultats et de la gestion en mode programme. Comment va se faire le suivi ou le contrôle de la mise en œuvre de ces réformes? Cela est facile, madame. Mais puisqu'il y a une nouvelle tutelle, il s'agit des décrets présidentiels. Il y a des dispositions qui sont déjà contenues dans ces textes. Mais le ministre des tutelles actuelles ne peut que les appliquer. C'est-à-dire, quand on prend une réforme, aujourd'hui, un élément de la réforme, on dit par exemple qu'il y a séparation des fonctions de pilotage avec les fonctions managériales ou la fonction opérationnelle. Le ministre actuel, tuteur de ces administrations, devrait veiller à ce qu'un directeur central, par exemple, n'aille plus s'immiscer dans les activités des directions départementales, comme on l'a vu hier. Ouais, donc ça, c'est écrit dans les documents. Et le ministre de tutelle ne pourra pas faire autrement que de suivre ce que le président a décidé. Venons-en à l'un des exemples emblématiques de ce processus de réforme, à savoir les modalités de désignation des agents aux différents postes de responsabilité. Lesquelles modalités sont appliquées aussi bien pour les postes au cabinet du ministre que pour ceux des directions générales? Comment expliquer cette procédure de désignation par appel à candidature dans les administrations publiques? N'est-ce pas inédit? Merci, madame. C'est effectivement inédit. Vous voyez, lorsqu'il y a une nouveauté dans un système, effectivement, on devrait s'interroger parce que tout le monde n'a pas à comprendre de la même façon et puis avec le même rythme. Vous voyez? Et madame, il est de nos autorités publiques que voilà, une structure ne peut pas vivre de la même manière des années. Il faut des réformes. Et cela a commencé, madame, par les textes législatifs eux-mêmes. Quand vous prenez la loi 68-2022 sur les statuts, le statut général de la fonction publique, mais madame, c'est le texte suprême qui gère les fonctionnaires. Et il est dit dans ce texte que la nomination à un poste doit être soumise à l'épreuve du mérite. Ce n'est pas le mérite, il faut le mériter. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit choisir des cadres compétents. Et choisir les cadres compétents, ce n'est pas asseoir dans son bureau, prendre son crayon et faire la proposition de désignation à l'autorité hiérarchique. Le ministre de l'économie et des finances a pensé qu'il faut passer par la concurrence. On peut définir les modalités, les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça doit se faire, tout ça c'est déjà dessiné. Maintenant, c'est un examen, on met en place un jury, hein, ce qu'on appelle aux examens concours le jury, parce que soit en passant, j'ai été directeur des examens concours techniques et professionnels. Voilà, donc je connais un peu comment ça fonctionne, les jurys. Est-ce que vous êtes vous-même membre du jury dans ce processus d'appel à candidature? Non, 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 je ne suis pas membre du jury. Hein, c'est d'autres personnes que le ministre choisit sur les critères que lui, il sait le faire, qu'il pose. Donc, une équipe est mise en place, ce que nous appelons le comité technique de présélection. Et cette équipe, sur la base d'un certain nombre de pièces à un dossier qu'un candidat doit fournir, parce que ce n'est pas l'unique curriculum vitae comme on le faisait hier. Il y a tout un tas de dossiers, de pièces, pardon, pour arriver à déterminer la compétence, votre comportement
à travers, par exemple, un papier qu'on appelle une recommandation d'une autorité, on doit pouvoir vous apprécier, à quel grade vous êtes. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans les pièces qu'on demande, et à partir du moment-là, bon, les candidats sont mis à l'épreuve. Chaque candidat apporte son dossier, le dossier est posté électroniquement, reçu par le comité technique de présélection, et le comité a une application de traitement donc informatique des informations, et au bout du compte, il y a des points jusqu'aux examens. Et au dernier jour du traitement, par poste, vous avez le procès verbal de délibération, et une fois cela fait, il y a une liste des meilleurs qui est donc faite, et ça se passe, madame, vous avez un grand écran, on dépouille, tout le monde regarde. Donc si vous êtes 10, 6 dans la commission, dans le comité, tout le monde est en train de regarder comment est-ce que, même si c'est votre cousin, vous voyez comment il a une note qui s'affiche. Mais s'il faut passer par des manières, on ne sait pas comment, mais vous n'allez pas le faire pour tous les membres du comité. Ce n'est plus le DG qui fait seul. Donc à partir du moment-là, le ministre garantit la transparence, l'équité, parce que tout le monde obéit aux mêmes conditions d'examen. Voilà. Monsieur Ongania, que deviennent des dispositions prévues par le législateur en matière de nomination à des hauts emplois et fonctions civiles et militaires? Allusion faite ici à la loi numéro 2-2018 du 5 février 2018. Madame, en matière de nomination, il y a 2 étapes. La première étape consiste à préparer ces nominations. Et la deuxième étape, c'est la prise de l'acte de nomination. En ce qui concerne la loi, elle concerne les hauts emplois civils et militaires. Cette loi donne à Monsieur le Président de la République les prérogatives de nomination en Conseil des ministres ou par décret simple. Et la même loi fixe les modalités de délégation de pouvoir au Premier ministre et au ministre. Alors, il n'y a pas de changement en ce qui concerne l'application de la loi, parce que cette loi fixe les modalités de nomination, c'est-à-dire comment on prend l'acte. Comment on prend l'acte, ce décret n'est plus comment. Pour le président, est-ce que c'est en conseil de ministre, est-ce que c'est par décret simple? Vous voyez, ça c'est un fait. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne les appels à candidature, il y a une exception pour le président de la République dans la loi 68-2022 sur le fait qu'il peut nommer à ces emplois-là en dehors de ce qu'exige cette loi. C'est-à-dire qu'il peut nommer en dehors du fonctionnaire, selon ce qu'il estime qu'il est capable d'apporter la performance qu'il faut. Donc, la loi n'est pas mise à côté. Monsieur Ongania, existe-t-il un lien entre le passage en mode budget-programme et la procédure de nomination par appel à candidature? Bien sûr, madame, il y a un lien. Parce que lorsque nous étions en mode budget des moyens, on ne recourait pas à la recherche de la performance ou des résultats comme tels. Le budget en mode programme, c'est tout autre chose. Le budget en mode programme est axé sur les résultats. Ouais. Et les appels à candidature, c'est une modalité de choix des compétences qu'il faut amener pour pouvoir animer les structures qui vont nous amener effectivement à ces résultats. Vous ne pouvez pas exiger des résultats à des personnes qui n'ont pas la capacité de vous les apporter. Vous voyez? Mais comment vous allez imaginer les personnes capables de vous apporter les résultats, mais si vous n'êtes pas au départ convaincu de leur capacité? Vous voyez? Voilà pourquoi les deux sont liés. Pour aller en mode budget-programme qui concourt effectivement à la recherche de la performance, de la gestion des finances publiques, il y a aussi nécessité d'accoler le choix au mérite, comme dit la loi,
des personnes qui seront chargées d'animer le budget programme. Sinon, on va prendre une chose de son contraire, on va jamais arriver. Merci, Monsieur Julien Ongania. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Merci pour cet éclairage sur les modalités de désignation des agents et cadres au poste de responsabilité au ministère de l'Économie et des Finances. Ceci dans le cadre des réformes au ministère de l'Économie et des Finances. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes expert consultant en sciences administratives et études auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Nous tournons à présent nos projecteurs vers l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dont l'objectif est de faire progresser la transparence sur les paiements issus de l'exploitation des ressources naturelles. Suivez. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en sigle ITIE, a été créée à Londres, capitale de la Grande-Bretagne, en juin 2003. Son siège est basé à Oslo, en Norvège. Il compte à ce jour 57 pays, dont la République du Congo. Ses instances supérieures sont le Secrétariat international et le Conseil d'administration. Cette année-là, en juin 2003, 140 délégués de gouvernements, d'entreprises, de groupes industriels, d'organisations internationales, de la société civile et d'investisseurs avaient décidé de mutualiser leur intelligence pour donner naissance à cette organisation planétaire qui est une initiative fondée sur la notion de transparence. Il faut rappeler qu'au cours des années qui avaient précédé la création de l'ITIE, la gouvernance du secteur extractif avait de plus en plus éveillé l'intérêt du grand public. En 1999, par exemple, l'organisation de la société civile dénommée Global Witness, avec son célèbre slogan « Publiez ce que vous payez », avait inspiré, 4 ans plus tôt, les fondateurs de la future ITIE en publiant un rapport au vitriol contre certains gouvernements des pays producteurs de pétrole. En effet, Global Witness avait dénoncé publiquement l'opacité dans la gestion des fonds générés par l'exploitation des ressources naturelles telles que le pétrole, les mines et le bois. Ce rapport, devenu un véritable référentiel, avait décrit dans les moindres détails les énormes bénéfices potentiels tirés des activités pétrolières, gazières et minières, mais qui n'étaient pas déclarés. Hasard de calendrier ou simple coïncidence historique, le Congo-Brazzaville, pays producteur de pétrole, avec un sous-sol riche en minerais et dont le gouvernement partage les nobles objectifs de cette nouvelle plateforme, a adhéré volontairement et en toute souveraineté à l'ITIE en juin de l'année 2004, soit 1 an après la création de cette norme internationale de la transparence au même mois de juin de l'année 2003. Ceci grâce à sa diplomatie active menée sous la clairvoyance du président de la République Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, 20 ans après l'adhésion du Congo à l'ITIE, que savent les Congolais de cette norme? Les avis sont partagés. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais même pas l'ITIE c'est quoi, ça existe où. Normalement, je n'ai aucune information. L'ITIE, c'est une organisation qui s'occupe des industries extractives pour permettre à une nation, à un pays, de savoir ce qu'ils produisent et ce qui rentre. C'est-à-dire, vous avez le pétrole, vous avez le bois, vous avez les mines. Voilà, donc le pays, à travers cet organe, peut savoir à peu près combien on a exploité, combien on a vendu, même pour la société civile, même pour les entreprises au niveau local, on peut savoir à peu près qu'est-ce que le pays produit et quels sont les revenus que l'ITIE c'est pour vérifier la transparence de tous ces organismes-là, tous ces mécanismes. C'est un peu ça la forme de l'ITIE. Afin de vulgariser la norme ITIE au Congo, notre rubrique Plein Feu a rencontré Florent Michel Serge Okoko, secrétaire permanent, rapporteur du comité exécutif du Comité national de l'ITIE Congo. Monsieur le secrétaire permanent,
comment est structuré l'ITIE au Congo. L'initiative Transparence des industries extractives a été mise en place depuis 2007 par différents décrets du président de la République, chef de l'État. Et depuis ce moment, l'organisation structurelle de l'initiative dans notre pays est à la fois faite par un comité qui a plus des prérogatives d'ordre politique, d'ordre stratégique, à travers un comité national, un comité exécutif, et à une structure technique, secrétariat permanent, qui s'occupe donc de tous les aspects opérationnels de la mise en œuvre de l'initiative dans notre pays. Ces différents organes travaillent régulièrement. D'un côté, vous avez le comité national et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, les sociétés extractives et forestières et les agences gouvernementales d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le secrétariat technique permanent qui est en fait une somme d'experts gérés à travers une organisation administrative. Quelles sont les exigences de la norme ITIE? Est-ce que le Congo a déjà été validé? Le Congo a été validé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire valider? Valider, c'est de se rendre conforme aux différentes dispositions, je dirais plus aux exigences de la norme ITIE. La norme ITIE évolue pratiquement tous les 3 ans ou 4 ans avec des nouvelles exigences et le Congo est déjà passé par plusieurs validations et dont l'une a fait en sorte que le Congo soit reconnu comme pays conforme à l'ITIE 2013 et le Congo a été validé, 2011 plutôt, le Congo a été validé et reconnu comme pays conforme à l'initiative Transparence dans les industries extractives. Cette validation du Congo est bien sûr remise en cause puisque le processus de validation de l'ITIE est un processus dynamique. Comme c'est un processus dynamique, nous avons une validation en moyenne tous les 3 ou 4 ans sur le niveau exact de la mise en œuvre, c'est-à-dire que toutes les exigences de l'ITIE qui sont en fait le squelette, ce qui constitue de la norme. Il y a plusieurs exigences qui sont liées à l'organisation, à la gouvernance de l'ITIE dans un pays, la gouvernance liée au gouvernement, la gouvernance liée à la société civile, la gouvernance liée aux sociétés extractives. Il y a des exigences qui portent sur la commercialisation des matières premières, il y a des exigences qui portent sur l'environnement, il y a des exigences qui portent sur les cessions et les transferts d'actifs, il y a des exigences. En fait, il y a une palette d'exigences et qui constitue cette norme et auquel la République du Congo doit se conformer. Quelles sont les échéances à venir avant la prochaine validation? Au niveau du secrétariat technique permanent et bien sûr au niveau du comité national, nous nous mettons dans un dispositif de la prochaine validation du Congo qui est au mois de juillet 2026. C'est essentiel, mais ça passe nécessairement par la mise en place de tout ce qui est recommandation, de faire en sorte que la République du Congo soit en capacité de pouvoir répondre aux exigences de l'ITIE, de pouvoir avoir un processus adapté à ce qui est l'initiative Transparence dans les industries extractives. Comme vous le constatez aisément, l'ITIE Congo fonctionne normalement. Son comité exécutif, instance fêtière, tient régulièrement ses sessions ordinaires, une fois le trimestre. La dernière session du comité exécutif du comité national s'est ouverte le 8 octobre 2024. Elle a été présidée par son président,
le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Andai. Une semaine durant, les représentants de l'administration, des sociétés industrielles implantées au Congo, ainsi que ceux de la société civile, ont examiné en toute responsabilité les points d'importance inscrits à l'ordre du jour. La mise en œuvre de l'ITIE est un processus important pour la gouvernance des finances publiques et la mobilisation des recettes de l'État. Elle demeure un engagement prioritaire que notre pays a pris depuis le mois de juin 2004. Nous espérons que les résultats de cette réunion seront à la hauteur des enjeux et permettront une avancée significative dans la mise en œuvre de l'ITIE afin de bien engendrer le chemin pour un aboutissement réussi de la validation de la République du Congo au mois de juillet 2026. 2026, c'est donc la date du prochain examen de passage du Congo à un nouveau galon de la transparence dans la gouvernance des industries extractives. ITIE Congo, bon vent. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Cette émission est coproduite avec la cellule de communication du ministère de l'Économie et des Finances. Merci à la grande équipe technique pour la réalisation. Merci également au Centre international de conférence de Kintélé qui nous a prêté ce magnifique plateau. Cette émission est à suivre tous les jeudis à partir de 21h30 sur Télé Congo. Je vous dis donc au revoir et je vous retrouve à une prochaine occasion.